ni moi maintenant. Et maintenant, ni moi. L'adoption. Ouais. Voilà, Ça passe bien, bientôt à la retraite. Bientôt à la retraite, encore un peu. Encore un peu attiré. Auteur-compositeur. Pas auteur-compositeur. Euh, Crois que tu pourrais chanter aussi. Oui, ça m'est arrivé. Ça Mais t'est je ne arrivé. chante pas suffisamment juste pour me faire une carrière. Ah ben oui. Il vaut Par mieux contre, que je reste dans la comédie. tu écris mieux et tu joues mieux que ce que tu chantes alors. Voilà, je pense que je suis. Enfin, en tout cas, je suis sans doute mieux sur une scène à dire des textes qu'à chanter. Je ne sais pas si tu auras peut-être l'occasion un jour de le Bien voir sûr. sur scène. Bon, ça a été filmé également, c'est moi qui l'avais filmé. C'est toi. C'est fabuleux. En plus, il est accompagné d'une accordéoniste qui met toute sa passion dans les textes. C'est extraordinaire. C'est vraiment un spectacle à voir. Donc, il n'y a pas eu Avignon cette année. Cette année, on n'a pas eu Avignon, j'espère qu'on va l'avoir l'année prochaine. Allez, Alors, Patrick, du on moment peut que- commencer dans 3, 2, 1. NS Concept, au 12 rue Régal à Nîmes. Réservez dès à présent votre créneau, ils sont ouverts du lundi au samedi sans interruption. Soucieux d'innover, NS Concept a créé le premier miroir virtuel. Un conseiller styliste vous accueille sur rendez-vous et vous guide. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur nos pages Facebook et YouTube, en compagnie de ce matin de Nicolas Cadenne, que vous connaissez, de Pierre Jouvencel. Donc un petit mot sur bébé Benjamin Baron, qui était avec nous depuis de nombreuses années. Eh bien, tout simplement, on va lui souhaiter bon vent pour sa nouvelle affectation, on va dire, pour son travail qu'il a sûrement trouvé. Donc bravo bébé, merci pour tout ce que tu nous as apporté de bien, donc sache que tu nous manques. C'est Aurélien qui prend ta place. Aurélien qui ce matin est accompagné par une jeune stagiaire qui s'appelle Nadine. derrière les micros également, non, pour ne rien vous cacher, c'est la maman d'Aurélien qui est venue l'accompagner ce matin tout simplement. Alors Aurélien qui est bien sûr, qui est à la vision, au montage et tout simplement, c'est déjà pas mal. France Pellicano, la plus québécoise des Nîmoises, ou la plus nîmoise des Québécoises, comme on veut, qui s'occupe de la communication de l'émission et qui s'occupe aussi également de moi un petit peu. Et donc, nous sommes toujours, comme je vous le disais, au restaurant W, en compagnie de deux personnes que j'aime bien. C'est une émission qui me tenait particulièrement à cœur. Déjà, de parler littérature, laïcité, parce que on va en parler tout au long de cette matinée, littérature également. Donc, bon, j'ai lu sur Victor Hugo, donc écoute bien ce qu'il disait quand même. L'État chez lui, l'Église chez elle. Hein, ces mots prononcés par Victor Hugo le 14 janvier 1850 à la Chambre des députés. Il était déjà quand même gonflé cet homme-là. Hein. Il était gonflé. Je sais pas s'il était gonflé, en tout cas il avait... Il était gonflé ou pas gonflé? Il était gonflé parce que dans le sens où c'était quelqu'un qui était engagé. Donc dans tout, il a eu des combats, il a toujours été engagé dans ses combats, donc on peut dire, peut-être avec ce terme, on peut dire qu'il était gonflé. Oui. On peut dire qu'il en avait, on va dire. Voilà, bon, ben, qu'est-ce que ça passe, Nicolas? Ah oui, clairement, il était même précurseur sur bien des sujets et il savait emporter les foules avec lui par des propos, des paroles, des écrits remarquablement bien rédigés et où il mettait toutes ses convictions et qu'on ressentait à la lecture ou à l'écoute très fort. Et donc oui, c'était quelqu'un de gonflé, comme tu dis, mais surtout d'engagé, effectivement, et de précurseur. De précurseur. Ne serait-ce que par exemple, il a combattu la peine de mort. Ah oui, ça a été le premier de ses grands combats. 1848, il fait son discours pour réclamant l'abolition pure et simple de la peine de mort. Et ils n'étaient pas nombreux à cette époque-là à réclamer la peine de mort. Mais il a été aussi le premier dans plein de combats pour les États-Unis d'Europe en 1850. Sur l'éducation, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, pour les instructions gratuites et obligatoires. Oui. Et effectivement, Hugo, tout le monde le sait, était croyant. Il croyait en Dieu. Il était en délicatesse avec l'Église. Depuis toujours, il a toujours été en délicatesse avec l'institution, mais par contre il croyait en Dieu et en revanche il estimait que l'éducation, il devait y avoir l'éducation qui soit donnée par l'État. Et il ne voulait surtout pas à ce moment-là que l'Église puisse rentrer dans l'éducation des enfants,
puisqu'il estimait que c'est par l'éducation aussi que les masses allaient pouvoir grandir, se développer, progresser, et il fallait pour ça qu'il y ait une éducation qui soit donnée, la même pour tous, et une éducation qui soit effectivement, qui ne soit pas inféodée par une religion. Je sens Nicolas, je vois Nicolas très attentif à tes propos. Quelle est ta réflexion sur cette Je religion? rejoins complètement ce que vient de dire Pierre Jouvencel, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi notamment pour ça que moi personnellement j'admire Victor Hugo. Effectivement, c'était, je le disais, un des précurseurs sur bien des combats, mais aussi sur la laïcité, sur l'enseignement laïque. Effectivement, il faudra attendre les années 1880, 81, 82, 86 pour avoir finalement l'enseignement public gratuit, obligatoire et laïque, alors que lui le portait déjà très tôt. Et ça c'est très fort. La citation que tu as citée, c'est justement quand il s'opposait à une loi qui avait considérablement renforcé l'enseignement catholique, et c'est pour ça qu'il disait bien l'église chez elle, l'État chez lui. Donc il était précurseur, il portait cela très fort, très haut, et je crois que son combat a permis finalement d'y aboutir, quoi, hein. Avec d'autres bien sûr, on pourrait citer Jean Massé de la Ligue de l'enseignement et bien d'autres, mais il a vraiment participé de ce mouvement qui a permis enfin en France d'avoir un enseignement, une éducation qui soit effectivement neutre confessionnellement, qui soit confessionnel, qui soit laïque, pleinement laïque, qui permette en effet aux jeunes de devenir des citoyens, de construire de futurs citoyens en les aidant à se forger leurs propres convictions, leur esprit, en leur donnant les outils pour se forger leur esprit critique. Ils pouvaient évidemment croire, et d'ailleurs lorsque les premières lois laïques ont été adoptées, étaient laissés un jour de la semaine pour que, s'ils le souhaitent, ils puissent aller suivre le catéchisme. Mais il n'empêche qu'il fallait qu'ils aient tous les outils pour finalement décider d'eux-mêmes de ce en quoi ils voulaient croire ou s'ils ne souhaitaient pas croire. Bien, vous avez sorti tous les deux un livre, hein, donc toi un recueil également, donc vient de paraître En finir avec les idées fausses de la laïcité. C'est ça. Ouais. Préface de Jean-Louis Bianco, c'est ton patron, on va dire. C'est le président de l'Observatoire de la laïcité, oui, tout à fait, qui est conseiller d'État, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'Élysée, et qui a souhaité et bien voulu faire cette préface, puisqu'il connaît bien mon travail, évidemment sur la laïcité, puisqu'on travaille ensemble, en effet, à l'Observatoire de la laïcité. C'est grâce à Ségolène Royal que vous vous êtes rencontrés? Non, on s'est rencontrés avant, on s'est rencontrés en 2006. Jean-Louis Bianco cherchait un collaborateur parlementaire à l'époque, c'est l'époque où j'étais collaborateur parlementaire, et j'avais postulé pour un poste au Parlement parce que j'avais fait un stage un peu avant dans un groupe parlementaire, ça m'avait bien plu, et ce stage s'était très bien passé, donc certains lui avaient conseillé de me recruter, et c'est comme ça qu'il m'a recruté. C'est un second mandat, c'est ça, en tant que... Au niveau de l'Observatoire ? Ouais. Oui, tout à fait. J'ai fait 2 mandats de 4 ans, donc ça fera 8 ans, notre mission se termine en avril prochain. Et que deviendra Nicolas Cadenne après? Il s'arrêtera pas là. Ah, Je vais pas m'arrêter brillant comme tu. ça j'en sais rien si je suis brillant, mais en tout cas... Si. Non, j'ai plusieurs pistes, on verra. Hein. J'ai plusieurs pistes. Aujourd'hui, je peux pas en parler parce que rien Vous êtes n'est avocat. finalisé. Je te verrais bien avocat. Ah ouais, Ouais. Peut-être, pourquoi pas. Hein. Ça a pu m'intéresser dans le passé, j'ai hésité, pourquoi pas, hein, on verra. Peut-être Ouais. dans la justice. Non, j'ai plusieurs pistes, mais pour le moment, rien n'est encore fixé. D'accord, donc là tu es en place Jusqu'en avril jusqu'en avril 2021. 2021. Pierre, acteur et romancier. Oui, enfin romancier, non, plutôt, j'écris plutôt des pièces de théâtre et je suis plutôt sur des essais et de la poésie. Bon, Le alors, roman, je ne m'y suis pas encore trop frotté. Bon, je suis plus à l'aise sans doute sur la poésie et puis l'essai. ton ouvrage, c'est Le progrès et le propre de l'homme. Oui, c'est une phrase d'Hugo. Le regard de Victor Hugo. Voilà. Et donc, vous l'avez écrit à deux, ce Alors, on l'a écrit à deux avec Fabien Dvorak, qui est chercheur en neurosciences Ouais. et qui dirige une collection chez EDP, mon éditeur. Et voilà, donc Fabien a posé les questions. Et puis moi, l'originalité de ce livre, c'était en fait de se mettre dans la peau de Victor Hugo, puisqu'il avait vu mon spectacle à Avignon. Fabien était venu me voir. Et ce qu'il avait plu dans mon spectacle, c'est que effectivement, j'étais Victor Hugo et j'incarnais Hugo. Et donc il s'est dit, bon, sans doute a-t-il apprécié, et il m'a dit, j'aimerais, puisque tu as écrit aussi ton spectacle sur Hugo, est-ce que ça serait peut-être intéressant que tu te mettes dans la peau d'Hugo et que tu essayes de montrer au lecteur qu'est-ce que pourrait dire Hugo aujourd'hui avec tout ce qu'il a apporté au XIXe siècle dans la société dans laquelle nous vivons.
Et donc, je suis parti, d'abord j'ai expliqué le 19e, donc toute une partie où il y a un certain nombre de questions qui sont posées et Hugo répond, et je réponds avec les mots d'Hugo, puisqu'il a écrit sur le progrès, il y a plein de bouquins qui traitent du progrès chez Hugo, et qui ne sont pas forcément les livres les plus connus, puisque les gens connaissent beaucoup les romans, la poésie d'Hugo. William Shakespeare, Religion et religion, Lannes, ce sont des livres qui sont beaucoup moins connus et que le grand public ne connaît pas. Et pourtant, Hugo a beaucoup écrit sur cette idée de progrès, donc j'ai trouvé que c'était intéressant, dans l'époque où nous vivons, avec tout ce qui nous attend, enfin, tous les problèmes que nous avons à surmonter, voir comment, avec sa vision, lui, un homme du 19e, mais qui avait écrit pour le 20e, qu'est-ce que ça pourrait donner aujourd'hui et comment il pourrait ressentir et comment il pourrait aussi peut-être réagir. Alors donc la première partie, ce sont les mots d'Hugo. Deuxième partie, évidemment, elle est beaucoup plus subjective, puisque j'ai eu l'audace de revêtir les habits d'Hugo, mais pour parler à un homme du 21e. Hugo qui avait écrit pour le 20e, le 20e maintenant il est un peu derrière nous, on sait ce qu'il est advenu du 20e, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer ce qu'il pourrait peut-être dire sur le 21e avec tous les défis que nous avons à relever. Donc en fait de compte, tu rentres vraiment dans la peau du personnage. C'est ça. Et avec ces mots quand même. Et avec ces mots, oui. Alors ces mots, parce que ton dernier spectacle, c'était ces mots que tu avais remis un petit peu à ça. Sur le spectacle. Le spectacle, en fait, c'est un livre que j'ai écrit sur la vie d'Hugo, comme si Hugo racontait sa vie. À la fin de sa vie, il se raconte, avec des textes d'Hugo, notamment le discours sur la misère de 1849, parce qu'il est encore très vivant aujourd'hui, enfin il nous parle encore énormément, et puis tous ses poèmes, et puis le reste, effectivement, j'ai écrit effectivement toutes les liaisons, avec, j'ai essayé d'être dans un style qui pouvait se rapprocher quand même le plus possible du style de Hugo du 19e. Parfait, donc, alors certaines religions, pour revenir à la laïcité, on va essayer de jongler entre la laïcité et Hugo. Alors, certaines religions sont incompatibles avec la République. C'est ça? Non. Ça, c'est une idée. Alors, ce qui est incompatible avec la République, c'est des dérives. C'est les dérives qui peuvent provenir de religion. C'est une pratique qui va, par exemple, chercher à imposer sa norme à autrui ou à la population, ou c'est une pratique qui va s'opposer à ce qu'on appelle les exigences minimales de la vie en société, en gros. Mais en revanche, la religion en soi n'est pas incompatible avec la République, quelle qu'elle soit. Mais c'est bien, tu as cité une idée face du bouquin. Exactement. Alors, il faut savoir que ton bouquin, je l'ai reçu hier au soir. Donc ça, j'en suis désolé, parce que pourtant, je pensais l'avoir envoyé bien avant, mais... C'est pas grave. Quel est ton point de vue sur la laïcité, justement, sur les problèmes que nous rencontrons en ce moment, quoi? Alors là... Mon point de vue sur la laïcité, la laïcité, de toute façon, elle est ce qu'elle est. Elle a été reprise dans la loi de 1905. Je pense qu'on ne va pas la changer. Et ce que dit, je peux être que d'accord avec ce que dit Nicolas Cadenne. Après, je trouve que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de dérives au niveau dans le monde religieux, et notamment, il y a une connotation politique dans un certain nombre de religions. Qui fait que le problème aujourd'hui se pose à nous avec beaucoup plus d'acuité qu'il n'a pu se poser peut-être il y a 20 ou 30 ans. Et donc, on ne va pas tourner autour du pot, on a un problème avec l'islam politique. On n'a pas un problème avec l'islam, on a un problème avec l'islam politique. Donc ça, c'est clair. Après, la question, est-ce que la loi elle existe? Il y a des lois, malheureusement, moi c'est ça que je reproche, c'est qu'il y a une loi en 2010 qui a été votée, qui n'est pas appliquée, mais sans doute parce qu'elle n'est pas applicable, et peut-être parce qu'elle a été votée à l'époque, je parle de la loi contre le voile intégral, contre le port du niqab. Parfait. Je rentre dans le débat, c'est ça qui est intéressant aussi. Et cette loi, finalement, elle est peu appliquée ou mal appliquée, mais parce qu'elle a été prise aussi, non sur des motifs religieux, mais sur des motifs sécuritaires, où on a estimé qu'on ne pouvait pas avoir le visage masqué, ce qui est quand même assez rigolo aujourd'hui, quand on voit que nous sommes tous masqués et qu'on a interdit finalement le niqab au nom du fait qu'on ne pouvait pas avoir le visage masqué. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, on a bien vu qu'il y avait des dérives, qu'il y avait la politique qui s'immisçait dans le domaine religieux, qu'il fallait faire quelque chose, mais on ne savait pas trop comment prendre ce problème-là, et donc on a pris par un moyen détourné, et en fait on s'aperçoit que ça, c'est pas applicable. Donc je trouve que
Il faut reposer les vrais principes de la laïcité. Je pense que là-dessus, je suis 100% d'accord avec Nicolas. Après, la question, c'est comment on combat l'islam politique. Et là, il y a plein de manières de le combattre. C'est très compliqué, mais je pense qu'il faut absolument qu'on se pose la question de combattre l'islam politique parce que c'est quelque chose qui est dangereux et qui risque de nous poser d'énormes problèmes. Aujourd'hui, déjà, ça nous en pose d'énormes et ça va nous en poser encore plus à l'avenir. Pensez-vous, justement, que les jeunes étudiants au collège, au lycée, est-ce que vous croyez qu'on parle suffisamment de la laïcité? On n'en parle pas très bien. On n'en parle pas très bien. Est-ce que vous pensez également qu'on parle de Hugo? Ah ben, on en parle peut-être Bon, alors on va demander justement à un prof d'histoire de se joindre à nous. Très bien. Il va venir, il arrive. Ah, c'est Vincent. Voilà. Une surprise. En plus, ça fait plaisir de voir Vincent. Voilà. Une surprise, Vincent Bouget, professeur d'histoire et géo. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour. Je te présente Pierre. Bon, ça Nicolas, tu le connais. Vincent, merci d'être venu. Merci à vous. J'ai voulu cette surprise. Ah ben c'est une très bonne surprise. J'ai voulu cette surprise. Mais là, en fin de compte, vous êtes en fait alliés tous les deux. Il y avait une élection municipale. Il y avait une élection municipale, alors vous savez. Alors, justement, toi, je t'ai demandé de venir parce que tu n'es pas l'auteur. Je vais préfacer. Tu as préfacé ce livre, donc on va en parler. Alors, il ne m'a pas dit, je viens avec le livre, c'est moi qui ai demandé, j'ai dit, viens Vincent, il vient avec ton livre. Que les choses soient bien claires de ce côté-là. Donc, on va en parler. Mais alors, est-ce qu'on en parle suffisamment de la laïcité? C'était la question que je posais tout à l'heure. Et est-ce qu'on parle également en collège ou en lycée, et également de Hugo? On parle des deux, oui, à l'occasion des programmes. Après, je pense qu'on a besoin d'abord pour la laïcité, sans doute de plus de formation des enseignants sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet complexe et qui, dans le débat médiatique global, n'est pas forcément abordé. Je pense qu'on a besoin de faire de l'histoire aussi, parce que les débats de 1905 et président 1905 qui sont très éclairants sur ce qu'est la laïcité en France, puisqu'il y avait plusieurs possibilités à ce moment-là. Et on a fait le choix de Briand et pas de Combes. Et puis sur Victor Hugo, oui, Victor Hugo, il est abordé régulièrement dans les programmes. En histoire géo, c'est à l'occasion des programmes de première notamment, qui traitent du 19e siècle. Et puis on le voit aussi en terminale sur les questions de la construction européenne. On reprend Victor Hugo. Donc oui, ça fait partie des références qui sont enseignées. Est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant? Après, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout abordées non plus dans les programmes d'histoire géo et qui pourraient l'être. Mais en tout cas, Hugo, oui, ça reste une étude obligée, je crois, en classe de première. Et donc vous, en tant que prof, vous êtes obligé de suivre le programme qu'on vous demande. Donc tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas élargir. On a un programme à faire, et ça c'est notre rôle de fonctionnaire, que d'appliquer les programmes. Après, on a une liberté pédagogique sur la façon d'enseigner. On a des fois des libertés pour aller plus loin. Il y a des possibilités qui existent, mais il y a un programme qu'on doit suivre et qui, des fois, peut ne pas nous satisfaire. Je sais que sur les programmes d'histoire géo, il y avait eu assez unanimité contre les derniers programmes d'histoire géo dans le Conseil supérieur des programmes, mais malgré tout, ils ont été validés en l'état. Donc à chaque fois qu'il y a une révision de programme, il y a des discussions, des fois des batailles un peu rudes pour savoir ce qui est important d'enseigner, parce qu'on ne peut pas tout faire. Est-ce que vous en avez discuté, par exemple, au lieu de ce problème-là? Oui, tout à fait, on en a discuté. Par exemple, nous, on a toujours dit qu'il était important de parler de la diversité des mémoires. Aujourd'hui, on a un problème, ça rejoint un peu d'ailleurs le sujet de tout à l'heure. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent français, mais pas perçus comme français. Cela aussi parce qu'en fait, on ne traite pas de cette diversité des mémoires, ou peut-être pas suffisamment dans l'éducation nationale, mais pas seulement d'ailleurs. On ne traite pas, par exemple, de tout ce qui a fait la France. Et la France n'est pas qu'hexagonale. Il y a les Outre-mer, d'ailleurs, dans les médias on n'en entend jamais parler non plus, des Outre-mer. Mais il y a aussi tout notre passé colonial, sur le coup, sur ce sujet, il y a quand même une sorte de non-dit, en tout cas encore trop, même s'il y a des choses qui se font. Vous parlez de l'Algérie? Oui, bien sûr. Et puis il y a la nécessité de rappeler que des personnalités issues de tous les horizons, de toutes les origines et de toutes les convictions, de toutes les croyances, ont participé à l'histoire, ont fait l'histoire de France. Or aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle peu à ces jeunes de personnalités qui ont fait cette histoire et qui viennent de partout, comme
des gens que je cite souvent, qui sont Abdelkader, qui sont Deo Bantry, qui sont Henri Sidambarom, Cédar Senghor, que lui on en parle un peu plus. Vous voyez, des personnalités qui sont là sur le coup, toutes de croyances, de convictions différentes, toutes d'origines différentes, qui ont participé à l'histoire de France, et qui permettent aussi à un certain nombre de Français de s'identifier et de se sentir perçus comme Français. Or, on n'en parle pas. Voilà. Donc effectivement, on avait notamment traité de cette question-là à l'occasion de ces débats. Quel est ton point de vue, Pierre? Oui, moi je suis vraiment complètement d'accord. C'est-à-dire, je trouve qu'on ne parle pas assez de la diversité française et de ceux qui ont fait notre histoire. Voilà, notre histoire, elle est riche de personnalités qui sont venues d'ailleurs. Et c'est très important. Et dans le contexte actuel et dans le débat actuel, je trouve que ça manque profondément. Et il faudrait le faire beaucoup plus. Et de la même manière, je suis aussi pour qu'on apprenne des diversités de langues. Et je ne suis pas du tout opposé, moi, puisqu'il y a un vrai débat actuellement sur l'arabe, par exemple, en classe. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on apprenne l'arabe en classe. Je suis pour qu'on apprenne parfaitement le français, mais ça n'empêche pas de pouvoir apprendre l'arabe, l'anglais, l'allemand, le turc ou le slovène. Peu importe, on est dans un monde mondialisé, dans un monde complètement ouvert, et il faut qu'on apprenne le plus de langues possible et que les enfants aient la plus grande ouverture possible au monde. Par contre, moi, ce que je réclame, et j'en parle dans le livre, c'est que je trouve qu'il faut aussi qu'on mette l'accent sur la langue française et sur notamment la manière de conceptualiser les choses. Et j'ai un peu la crainte, et c'est bien qu'on ait un prof, parce que c'est un débat qui m'intéresse profondément, moi qui ne suis pas prof, mais simplement j'ouvre les yeux et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'enfants qui ont des difficultés avec la langue, en tout cas avec l'orthographe, avec la manière, avec la lecture, et j'ai un petit peu la crainte qu'il y ait la difficulté de conceptualiser comme on pouvait le faire il y a encore quelques années. Enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un petit fossé qui s'est creusé, et ça m'angoisse un petit peu. Donc je trouve qu'il faut apprendre parfaitement la langue française. Je voudrais qu'on revienne à des fondamentaux par rapport à ça, et en même temps qu'on ait une véritable ouverture sur le monde. Et ça, c'est tout à fait dans l'esprit hugolien quand il parle en 1850 des États-Unis d'Europe. C'est ce qu'il veut. Il dit l'Allemagne, l'Allemagne, c'est notre sœur. Ouvrons les portes, bâtissons des ponts entre les hommes et ne bâtissons pas des murs. Donc ça, on est complètement dans l'ouverture. L'ouverture qui est venue aussi enrichir la culture française, c'est les personnes dont parlait Nicolas qui sont venues enrichir notre culture, mais en même temps nous avons un socle culturel, des valeurs et une langue que je voudrais voir préservée. Et justement, cette langue, si elle n'est pas suffisamment apprise, est-ce que cela vient de l'éducation nationale ou des parents? Alors, on va peut-être laisser répondre. Ouais. Sinon, je vais repartir. C'est très bien, c'est très bien. Ouais. Allez-y. Non, alors, c'est sûr, il y a toujours, mais après, il faut voir le temps long. Il y a peut-être un problème avec la maîtrise de la langue, mais je ne suis pas sûr qu'il y a 40 ans, quand tout le monde n'allait pas jusqu'à des études supérieures, ou au moins jusqu'au bac, la maîtrise de la langue était aussi parfaite. Bon, on a souvent la tendance à embellir le passé. Oui, bien sûr. Et donc oui, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes dans la maîtrise de la langue, qui sont plus importants qu'avant. Mais c'est très juste. La langue, ça permet de conceptualiser et ça permet de réfléchir. Et donc ces questions-là, elles sont absolument essentielles. Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient de la société en général? Ça vient des méthodes de communication actuelles, numériques. Bon. Mais en même temps, les élèves d'aujourd'hui, ils sont certainement plus ouverts, ou en tout cas, il y a la possibilité de plus s'ouvrir au monde que ce qu'on l'était il y a 30, 40 ans. C'est grâce à la nouvelle technologie, peut-être aussi. Grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'information qui circule plus. Ce qu'il nous faut, nous, apprendre, et je pense que ça rejoint un certain nombre de débats que Nicolas doit traiter aussi dans son travail, c'est la question de comment on lit l'information, quelle part des choses on fait sur les discours médiatiques, sur les discours à travers les réseaux sociaux qui prennent aujourd'hui une place très importante. Donc notre métier se transforme nécessairement parce qu'on doit apprendre aux élèves encore plus à réfléchir par eux-mêmes et pas
à croire la première des choses venues. Et ça, avant, la parole du prof était un peu plus sacrée parce que c'était la source essentielle, voire unique, d'apprentissage sur le monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, on se retrouve bouleversé par rapport à ça, avec du coup un enseignement qui peut être remis en cause par des personnes sur des réseaux, et y compris même dans les médias, hein, qui aujourd'hui, des fois, ne jouent pas complètement leur rôle. Hein, quand on invite avec table ouverte des gens qui sont condamnés plusieurs fois pour incitation à la haine raciale et qui pourtant portent une parole autorisée dans les médias, ça pose problème. Et cette parole-là, elle est mise sur le même plan que l'enseignement qu'on peut faire et qui nécessite des fois plus de temps. Donc voilà, donc c'est des choses compliquées et il faut qu'on se mette à faire ça, il faut qu'on ait plus de moyens sans doute pour le faire. Juste pour rebondir sur ce que dit Nicolas, parce que je pense essentiel, il y a un documentaire qui est sorti, je pense, il y a 2 ou 3 ans maintenant, Mémoire de migrants, je crois que c'était ça, qui était remarquable sur la façon dont la France était construite. Et je pense que c'est très utile de montrer ça parce que on est dans une période de crispation identitaire de tous les côtés. Si on regarde le monde, si on regarde même autour de nous, on a une crispation identitaire qui est très forte, et sur une identité fermée, cloisonnée. Alors qu'en principe, on devrait, si on est sûr de son identité, pouvoir s'ouvrir aux autres et partager. Et moi, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui dans le monde actuel, c'est cette crispation identitaire sur des identités fantasmées, hein, la plupart du temps. Et on n'arrive pas à réfléchir là-dessus. Et donc, je pense que le prof, dans sa classe, il a cette mission-là. Et il peut le faire, le prof, il y arrive facilement. Il est dans un contexte plus difficile, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le statut du prof, il n'est pas le même qu'il y a 40 ans. Et donc, notre parole, elle est des fois remise en question. Il y a besoin de formation, il y a besoin de temps, davantage, et on est des fois toujours pris par le temps. On a l'impression que les profs, ça travaille que 18 heures, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais si un programme est rapidement fait, c'est fini, c'est oublié ensuite. Enfin, il y a des choses qui passent à côté. Non, il y a une progressivité des apprentissages qui doit se mettre en route, et en principe, c'est le cas. Donc, voilà, après, c'est sûr que ça dépend aussi de... Et c'est bien, c'est pour ça que c'est bien de changer de prof chaque année, parce que ça permet d'avoir des personnalités différentes. Quel âge ont tes élèves, toi? Moi, j'ai des élèves de première et de terminale. Ah oui, déjà, donc c'est les grands. Ils ont une sacrée base, normalement. Ouais. Est-ce qu'ils ont réellement ces bases? Ils ont, ça dépend. La question. C'est l'hétérogénéité tout le temps. Il y en a qui sont en difficulté, mais qui peuvent être en difficulté dans telle ou telle matière. Bon, après, en histoire géo, il y a certaines bases, mais surtout des méthodes de réflexion qu'il faut acquérir. Donc on peut très bien ne pas se souvenir d'un programme d'une année précédente et pourtant rentrer dans le programme de l'année actuelle, parce que des fois il y a la maturité qui fait des choses, qui permet aux élèves de progresser. Mais voilà, moi j'ai pas... Le problème c'est pas les élèves. Voilà. Le problème dans l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale ou c'est le prof? Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on repense un peu cette éducation nationale, ça je le crois. Mais en tout cas, moi, dans l'exercice de mon métier, le plaisir que j'ai, c'est d'être devant les élèves et des fois d'évacuer tous les problèmes qui sont autour. On n'en doute pas un seul instant, Vincent. Vraiment, je le dis très sincèrement. On n'en doute pas un seul instant. C'est bien cette discussion. Ah oui, très bien. Parce qu'on est parti sur des bouquins et en définitive, on parle toujours. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il était révolutionnaire, Hugo? Est-ce qu'il était révolutionnaire, Hugo? Alors, je commence. Vas-y. Alors, juste racontons un peu l'histoire très vite d'Hugo. Alors, donc, on ne va pas pouvoir parler des livres. Hein, non, mais je vais très vite. Mais c'est bien. Je vais très vite pour dire s'il était révolutionnaire. Non, mais alors, attends, justement, je voulais juste expliquer. On ne va pas pouvoir parler des livres. On va faire référence encore au bouquin. Mais je souhaitais que vous puissiez vous exprimer. Voilà, tout simplement. Allez, vas-y. Alors, non, très très rapidement, Hugo, il a démarré en étant ultra-royaliste par sa mère. Je rappelle juste que sa mère était donc royaliste. Son père était général d'Empire. Donc, il est passé un peu par toutes les facettes de l'échiquier. C'est-à-dire qu'il a été royaliste, il a été bonapartiste, il a été libéral. Et puis, il a fini sur les bancs à la gauche du Sénat quand il est revenu après 1870. Donc, il a été révolutionnaire dans le sens où il a porté des combats révolutionnaires. Il a porté
le combat contre la peine de mort, on en a parlé Oui. tout à l'heure, le premier des combats pour lui, 1848. Il a porté le combat contre la misère, 1849. Quand même, quand on dit en 1849, je demande l'abolition de je demande de combattre la misère et de l'abolition de la misère, c'est très révolutionnaire. On n'y est toujours pas aujourd'hui. On n'a pas fait le plus petit, on n'a pas avancé là-dessus. Donc c'est très révolutionnaire. Il se bat pour les États-Unis d'Europe en 1850, très révolutionnaire. Il combat avec Schœlcher l'esclavage. Quand même, c'était assez révolutionnaire. Et malgré toute sa vie dissolue, il va soutenir l'égalité des hommes et des femmes, ce qui était aussi relativement révolutionnaire à cette époque. Il n'y a qu'un endroit où, à mon avis, il ne l'a pas été, mais ceci dit, ils étaient nombreux à ne pas l'être, c'est au niveau du colonialisme. Puisque effectivement, et d'ailleurs je le dis dans un autre ouvrage, dans ce domaine-là, évidemment à cette époque-là, ils étaient très nombreux à estimer que la France avait une mission d'instruction, d'émancipation, et que donc les peuples, on va dire en Afrique, etc., avaient tout intérêt à ce que la France soit là, et ils n'étaient pas, évidemment, ils avaient un esprit à cette époque-là très colonial, et ils étaient quand même très très peu nombreux, comme Clémenceau, à lutter contre le colonialisme. Mais sur tous les autres combats, il a été à l'avant-garde, et donc j'estime qu'il a été révolutionnaire. Même s'il était contre la révolution et qu'il s'est battu, et il a soutenu les communards, mais il s'est battu contre la commune parce qu'il ne voulait surtout pas de l'anarchie. Ouais, bah, tout a été dit, hein. Effectivement, ce parcours un peu étonnant de Victor oui, Hugo, qui a été dans tous les spectres politiques, mais qui effectivement a été révolutionnaire par ses combats, parce qu'on le disait tout à l'heure, il a été précurseur sur bien des sujets, et puis j'ajouterais à ses combats la laïcité, effectivement, puisqu'il était très tôt pour un enseignement laïque, public, obligatoire. Et ça c'était assez révolutionnaire, même s'il n'était pas le seul à l'époque. Et effectivement aussi, il avait une vraie humanité. Lors de la Commune de Paris, il n'était pas non plus, même si en effet il avait une certaine peur et une inquiétude vis-à-vis de l'anarchie, il se voulait proche du peuple, et il voulait en effet que ce peuple soit respecté, et il refusait le retour d'un conservatisme moral, d'un ordre conservateur moral au pouvoir, et donc il a néanmoins soutenu le sort des communards, pour qu'ils ne soient pas fusillés, exécutés comme ils ont pu l'être un peu très, très largement. Moi-même, un parent qui s'appelait Rossel a été fusillé à 27 ans. Hugo l'a soutenu. Comme il en a soutenu beaucoup, même si en effet c'était pas lui-même un communard. Il avait cette humanité-là. Il soutenait un homme. Il soutenait un homme, et il soutenait effectivement la cause pour laquelle pouvaient aussi se battre certains communards, sans pour autant... tout à fait respectable. Bien sûr, sans pour autant accepter en effet de sa part l'anarchie, mais il était très favorable à un ordre démocratique, populaire. Vincent ? Oui, bon, je crois que tout a été dit, mais tu peux rajouter quelque chose. Non, ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a beaucoup de... Bon, déjà, il faut replacer toujours les hommes dans leur temps. Donc, c'est difficile il ne faut jamais se passer en juge. Et donc, les hommes, ils sont aussi victimes des contradictions de leurs époques. Tout à fait. Voilà. Et donc, par beaucoup d'aspects, effectivement, Hugo a porté des combats révolutionnaires. Ça, c'est sûr, mais ces parcours étonnants, il en existe d'autres. Hein. Jaurès, qui devient, pour moi, un révolutionnaire, et en tout cas, moi je m'y réfère souvent, mais il vient de la bourgeoisie, voilà, et il est républicain avant de devenir socialiste. Et puis d'autres, on pense même à Che Guevara, les médecins. Che Guevara, c'est pas un ouvrier argentin. Bon, donc il y a des fois des parcours comme ça de personnes qui montrent aussi des voies révolutionnaires. Voilà. Et donc oui, ça fait partie des gens sur lesquels... Donc, sur la colonisation, beaucoup étaient pris dans des contradictions. Hein. C'est d'ailleurs des contradictions qui peuvent revenir encore aujourd'hui. Donc, et peu nombreux sont ceux qui pointaient déjà. Bien, et bien écoutez, cette émission s'achève, tout simplement. Ça a été vite. Oui, ça va vite. Énormément de questions à poser. Oui, mais je tenais à ce que vous soyez tous les deux présents, ne serait-ce que pour présenter vos livres. Que ce soit le tien, Nicolas Cadenne, tu nous rappelles le titre, et puis on va en finir avec les idées fausses sur la laïcité. Et le tien, le progrès et le propre de l'homme. C'est vrai qu'on n'a pas pu en parler énormément. Ça,
Enfin, rien, ça méritait une émission complète. Puis je voulais vraiment te remercier d'avoir joué le jeu, Vincent. Peut-être venu. Mais c'est avec plaisir. C'était un plaisir. Voilà, et donc, Et voilà, parlons non, également. non, c'est juste pour le présenter. Alors là, c'est parce naissance que c'est- du communisme gardois, 1914-1926. Un des aspects qui est montré dans ce livre, qui est un livre d'historien de Raymond Huard, qui est un grand historien, c'est de montrer comment, contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'il y a une rupture en 1920, comment en fait la naissance de ce parti communiste qui va influencer les départements notamment, mais elle se fait sur la base de ce qui existe déjà en France. Et donc les communistes, ils récupèrent, français en tout cas, ils récupèrent les acquis de la commune, de Jaurès. Et donc c'est pas un truc qui est importé tel quel depuis la Russie soviétique de l'époque. Et donc voilà, je vous l'offre aussi. Eh bien, merci sympa. beaucoup, c'est Merci gentil. beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à toute l'équipe. Merci à Nadine d'être venue également, notre jeune stagiaire. Merci à France Pellicano, à toi aussi Aurélien. Merci à vous. J'espère que cette émission vous intéressera, parce qu'à nous, elle nous a passionnés tout simplement. Merci à toutes, merci à tous et restez-nous fidèles. Bye bye.